C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la visite de Giorgia Meloni à Alger. La présidente du Conseil italien a été reçue par son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Il a été question de coopération énergétique dans un contexte de crise accrue déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Que vient chercher Giorgia Meloni en Algérie? Nous poserons la question à notre invité Hasni Abidi, directeur d'études du Centre de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Et vous allez voir que le Nigeria suscite également des convoitises en raison de la crise énergétique. Le plus gros producteur de pétrole d'Afrique a déjà commencé à approvisionner ses voisins et souhaite se positionner comme une alternative. Les détails à suivre. Enfin, le secteur kényan des fleurs frappé de plein fouet par cette crise. La hausse du cours de pétrole et la flambée des prix des transports a des conséquences directes sur le secteur. L'industrie de la floriculture génère plus de 800 millions de dollars par an au pays. Mais d'abord, cette question, le principal parti d'opposition béninois est-il en train de voler en éclats? À moins de 3 semaines de la présidentielle, nouveau coup de théâtre chez les démocrates. Guy Mitocté, le désormais ex-porte-parole de la formation politique, a annoncé ce mercredi soutenir le candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani. Il avait annoncé sa démission dimanche dernier, un ralliement loin d'être anodin, alors que les démocrates ont choisi de ne soutenir aucun candidat pour cette élection. Depuis l'annonce du départ du fondateur du parti, l'ancien président Boni Yayi, les démocrates sont fortement fragilisés par des divisions internes. Et évidemment, nous suivrons dans le Journal de l'Afrique la campagne présidentielle qui démarre ce vendredi. En Algérie, le Parlement a adopté une révision constitutionnelle. Cette révision accorde de nouvelles prérogatives au chef de l'État, comme par exemple convoquer des élections locales anticipées. Au total, 12 amendements ont été tenus. Ils portent notamment sur la fonction présidentielle, le Parlement, la justice et l'autorité électorale. Et on reste en Algérie avec cette visite de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Elle était à Alger ce mercredi et sans surprise, dans ce contexte énergétique tendu depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran et les frappes sur les pays du Golfe, la chef du gouvernement italien ne cache pas son intérêt pour le gaz algérien. Pour en parler, nous sommes avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonsoir Hasni, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, comme pour la guerre en Ukraine, l'Algérie est de nouveau courtisée pour son gaz. Oui, elle est courtisée pour son gaz, mais surtout pour le non-usage politique de son énergie qui est devenu vital. L'Algérie a répondu non seulement à ses clients habituels, mais à des nouveaux clients au lendemain de la guerre en Ukraine et l'arrêt du flux gazier venant de la Russie. Aujourd'hui, c'est notre crise et l'Algérie et c'est bien positionné en tant qu'aussi partenaire fiable pour le marché européen. Alors concrètement, qu'est-ce que Giorgia Meloni vient chercher? On sait que l'Algérie a de nombreuses réserves de gaz, mais que ses capacités de livraison sont déjà au maximum. C'est vrai que l'Algérie a un atout, c'est le Transmed et Medgaz. Medgaz qui va en Espagne, mais qui va aussi en Europe, et Transmed qui va en Italie. Et l'Algérie et l'Italie ont décidé il y a quelques années de cela, qu'on transformait l'Italie en tant que hub européen pour les livraisons du gaz. Giorgia Meloni veut d'abord sécuriser les quantités de gaz qui sont envoyées, qui sont très importantes, mais parce que l'Italie est très inquiète depuis la frappe qui a visé Ras Laffan, une des plus grandes installations au monde pour le gaz. Mais il faut rappeler que l'Italie aussi dépend d'une grande partie, 10% de ses importations de gaz proviennent du Qatar. Et le Qatar a déclaré le cas de force majeure. Donc elle veut non seulement sécuriser, mais aussi demander une augmentation, c'est possible, une augmentation des quantités. C'est vrai, vous l'avez dit, l'Algérie a finalement a des limites à ses exportations, non seulement parce que la consommation locale elle a augmenté, mais parce qu'il y a un manque d'investissement pour de nouvelles explorations et les capacités algériennes ne peuvent pas aller au-delà de ce que produit aujourd'hui. Alors justement, Hasni, est-ce que cette crise au Moyen-Orient, cette guerre peut attirer les investisseurs en Algérie pour plus d'exploration? Oui, il faut rappeler que l'Italie, c'est un État qui a acheté d'abord les parts de plusieurs grandes compagnies
qui étaient sur le sol algérien, justement pour les recherches de nouvelles explorations et l'exportation qui est très coûteuse. L'Italie a pris le risque à travers la compagnie INI, et donc je pense que l'Algérie va renouveler cette demande. Si vous voulez davantage du gaz, il faut aussi contribuer dans ce travail d'exploration qui est très coûteux, surtout avec la volatilité des prix du gaz. Alors, Giorgia Meloni a annoncé vouloir travailler sur de nouveaux fronts comme le gaz de schiste ou l'exploration offshore. Ce sont des projets, l'Algérie, elle n'est pas encore prête, elle ne veut pas encore ouvrir ce marché. Il faut rappeler aussi que les États-Unis sont un des grands exportateurs. Les Américains veulent augmenter leur production vers l'Europe, mais avec des prix qui sont beaucoup plus importants que ceux pratiqués par l'Algérie. Donc, en effet, Giorgia Meloni, elle veut se positionner, elle veut presque réserver sa place dans donc le cas où cette nouvelle exploitation commence en Algérie. On sait que l'Algérie a des capacités offshore très importantes, mais aussi du gaz de schiste. Mais attention, l'Algérie aussi souffre parce qu'on sait que les coûts sont très élevés pour elle et parce que finalement, en cas de règlement de crise, les prix peuvent baisser. Alors, est-ce que cette crise liée à la guerre au Moyen-Orient peut être bénéfique pour l'Algérie sur le plan diplomatique, mais aussi pour lui permettre de développer de nouveaux secteurs, comme par exemple l'hydrogène vert? On sait qu'il y a des projets en discussion, notamment avec l'Allemagne. Oui, c'est une opportunité pour l'Algérie de se positionner, mais encore une fois, ce qui fait la force de l'Algérie, elle l'a montré, c'est qu'elle n'a pas essayé d'exploiter politiquement je veux dire, la demande accrue en matière de gaz. Mais elle a continué à fournir ce gaz comme finalement un exportateur. Et ça, c'était appréciable par les partenaires. Et on sait que plusieurs pays se positionnent aussi pour justement bénéficier. La Belgique, elle perd le fournisseur qatari, elle va se retourner certainement vers l'Espagne ou l'Italie pour prendre du gaz algérien. Le deuxième élément qui est important, c'est que l'Algérie a besoin, c'est-à-dire c'est une opportunité, mais il faut qu'elle la saisisse. C'est le moment justement pour demander à ce qu'il y ait une prise de conscience internationale, notamment européenne et marchés traditionnels, pour venir et investir. Je crois que c'est ça le point le plus important pour l'Algérie. Alors justement, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie restera un partenaire clé de l'Union européenne. D'autres pays pourraient venir, comme Giorgia Meloni en Algérie, se tourner vers l'Algérie? Oui, vous l'avez mentionné dans votre question précédente, l'Allemagne est très intéressée par l'hydrogène, qui est évidemment une denrée importante et aussi non polluante, elle est propre. Donc l'énergie solaire, c'est un investissement, pas d'avenir, mais c'est un investissement qui est immédiat. Et encore une fois, je pense que l'Allemagne et d'autres pays sont tout à fait intéressés et concernés. Tout dépendra de l'issue de cette crise, cette guerre en Iran. Si évidemment il y a une dégradation de la situation et la continuation de la fermeture du détroit d'Ormuz et l'absence d'une solution politique, je pense que l'Algérie va redevenir encore un État plus courtisé qu'auparavant, avec bien sûr une conjoncture internationale très incertaine. Merci beaucoup Hasnia Abedi pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci infiniment. Et il n'y a pas que l'Algérie qui attire les convoitises en ce moment. Il y a aussi le Nigeria, plus grand producteur de pétrole sur le continent. Pour l'instant, ce sont les pays de la région qui en bénéficient. La méga raffinerie d'Agnote annonce avoir commencé à exporter du carburant vers plusieurs pays voisins. Mais dans ce contexte, le Nigeria veut apparaître comme une source alternative d'hydrocarbures au niveau mondial. Clémence Valère. Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Ghana et Tanzanie. Ces 5 pays africains se tournent désormais vers la raffinerie nigériane Dangote pour leurs besoins pétroliers. Au total, plus de 450 000 tonnes d'hydrocarbures leur ont été livrées depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Un moyen pour limiter les conséquences économiques du conflit, marqué par la flambée des prix. En approvisionnant les économies voisines et d'autres pays, la raffinerie Dangote devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest, de l'Est et centrale. Avant l'ouverture de la raffinerie en 2024, le Nigeria devait importer la quasi-totalité de son carburant et les pénuries étaient fréquentes. Aujourd'hui, l'usine a une capacité de production de 650 000 barils par jour et s'est engagée à donner la priorité au marché intérieur. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement qui cherche à imposer le Nigeria comme un acteur majeur de l'industrie pétrolière.
La consommation mondiale s'élève à environ 105 à 106 millions de barils par jour. Je ne vois pas ça changer d'ici demain. Nous devons donc travailler ensemble pour disposer de suffisamment d'hydrocarbures. Alors que le détroit d'Ormuz reste quasi fermé, la raffinerie pourrait voir son carnet de commandes se remplir avec des demandes européennes, notamment pour le kérosène. Et au Kenya, c'est le secteur de la floriculture qui est frappé de plein fouet par la crise. Il est menacé par la guerre qui a fait exploser les coûts de carburant et chuter la demande. L'industrie de la fleur génère plus de 800 millions de dollars par an au pays. Les explications de Laurent Berstécher. Dans cet entrepôt au sud de Nairobi, des dizaines d'ouvriers découpent, arrangent et confectionnent des somptueux bouquets de roses. La plupart de ces fleurs sont destinées à l'exportation. Mais depuis le début du conflit au Moyen-Orient, l'entreprise affirme avoir vu ses ventes baisser de plus de 50%. Avant, on exportait environ 450 000 fleurs par jour. Mais en ce moment, nous en exportons à peine 200 000. Nous en jetons près de la moitié. Au Kenya, l'industrie de la floriculture génère plus de 800 millions de dollars par an. Un secteur en plein essor qui subit aujourd'hui les conséquences de la guerre en Iran. Flambée du prix de l'énergie et des transports, fermeture du détroit d'Ormuz et ralentissement du commerce mondial, autant d'éléments qui ont fait exploser les coûts de l'exportation, notamment vers l'Europe et le Moyen-Orient, des régions qui représentent à elles deux 85% du marché des fleurs kenyanes. En plus des difficultés à exporter, les producteurs affirment également avoir vu la demande chuter depuis le début de la guerre. Les acheteurs habituels ne passent plus de commandes. En gros, ces 3 dernières semaines, nous avons perdu l'équivalent de 4,2 millions de dollars de fleurs. Si ces conditions persistent, les producteurs de fleurs disent envisager des potentielles réductions d'effectifs dans un secteur qui emploie directement plus d'un demi-million de personnes au Kenya. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé mercredi la traite des esclaves africains comme le crime le plus grave contre l'humanité. Un combat porté par le Ghana qui espère ouvrir la voie vers des excuses et la justice. La résolution a été adoptée par 123 voix pour 3 contre les États-Unis, Israël et l'Argentine et 52 abstentions dont le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne. Et puis sachez que le chanteur et rappeur Gims a été placé en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée. L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une commission rogatoire de juges d'instruction suivie par le parquet parisien spécialisé. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.